Bonsoir. Vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission radiophonique sur Radio Paul Bert, donc l'Ukraine et la géopolitique de l'Europe centrale. Alors nous avons autour de la table d'abord Michael Desclous, professeur, et également grand patron du Centre Mounera, Centre Cercle Philosophique de Bordeaux. Nous avons également Jean-Paul Mioto avec nous, qui fait partie de Mira, paysagiste et expert en techniques agricoles. Voilà. Et nous avons un très grand invité aujourd'hui. On tient à vous remercier pour votre intervention avec nous. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate. Alors, j'ai lu votre CV, enfin votre votre biographie sur Wikipédia, et j'ai vu que vous étiez, vous m'arrêtez si je fais une erreur, mais diplomate à l'ambassade de Russie à Paris, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères Petrovski sous Gorbatchev. Vous êtes lié d'amitié avec Yakovlev, qui était le Sherpa, on va dire, de Gorbatchev, et vous avez promu la perestroïka à partir de 1985 jusqu'en 90, où vous avez lancé le mouvement des réformes démocratiques, et puis vous vous êtes éloigné du monde des affaires étrangères de l'ancienne URSS pour devenir écrivain. Et là, aux surprises, 50 ouvrages depuis 1992, et des ouvrages pas des moindres, des romans magnifiques et puis des romans un peu historiques, et notamment votre dernier ouvrage que je cite, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, un monde de tous les dangers, paru chez Ballant et sorti le mois dernier en librairie. Voilà. Vous êtes là, vous m'entendez ? Il n'y a pas de problème. Oui, vous avez rencontré Vladimir Poutine dans les années 90, puisque c'est en page 122 de votre livre. Et en fait, il serait très utile que vous puissiez nous dresser peut-être un petit portrait de ce dirigeant. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes exprimé longuement sur beaucoup de réseaux sociaux, à la télévision, sur les grands médias, mais il faudrait nous redire ce que vous m'avez un petit peu dit au préalable, c'est-à-dire que c'est un personnage particulier. Bien sûr, c'est un personnage particulier. Je voudrais juste rajouter pour votre présentation, j'ai une double origine. Mon père était un très grand Ukrainien, héros de la guerre. Dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont été péries dans la lutte contre les nazis, 6 Ukrainiens et 5 Russes, à Stalingrad notamment. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, vous savez, dans les années, au début des années 90, quand j'ai fondé ce parti, j'étais porte-parole des antiputschistes. J'ai joué un certain rôle pendant la fin du communisme. Et puis, vous avez raison, je suis devenu un écrivain prolifique. Les 2 derniers livres, c'est Poutine, les faces cachées, un grand best-seller qui donne les clés pour comprendre Poutine. Et puis, sa suite, qui s'appelle Roman d'une révolution, c'est toujours les clés historiques très importantes où je fais les parallèles entre la période actuelle et la Première Guerre mondiale, avec le décrochage de l'élite, avec le désir de vivre dans le mensonge, avec la propagande omniprésente, avec les erreurs de casting, etc. Le roman d'une révolution, c'est tout à fait récent. En ce qui concerne Poutine, vous savez, il faut que vous me donniez du temps si vous voulez comprendre Poutine. Il y en a au moins 6 Poutines différents. La première clé que je décris, j'ai fait 4 livres sur lui, c'est la clé assez importante de sa jeunesse.
Poutine, il était formé par la pègre de Saint-Pétersbourg. Il était enfant défavorisé, complètement abandonné dans une famille qui est vraiment assez pauvre là-bas, dans la période aussi qui était marquée par d'une manière générale, la jeunesse, et la jeunesse de nous tous, a été marquée par la lutte contre les nazis, par Stalingrad. Il ne faut pas oublier qu'il y avait au moins 27 millions des gens qui ont été tués dans la lutte contre les nazis. S'il n'y avait pas de sacrifice, Hitler aurait été pu être à Bordeaux. Alors, il faut dire qu'il était formé, donc la première clé, cette enfance défavorisée, où il était l'enfant de la rue. Et quand j'écrivais ce dernier livre, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, j'ai même rencontré les gens qui ont été marqués par cette période. C'était assez pittoresque parce que j'ai rencontré un chef de la mafia de Saint-Pétersbourg et il m'a raconté les règles de la mafia qui ont été, règles de la pègre de Saint-Pétersbourg, qui ont déterminé la jeunesse de Poutine, comme c'était ne reculez jamais. Si la bataille est inévitable, attaquer le premier, aller jusqu'au bout, ça c'est les règles non écrites de la paix de Saint-Pétersbourg qui a marqué à mon sens la psychologie de Poutine. Ça c'est la première clé. Deuxième clé, c'est une clé assez inattendue et assez importante parce que Poutine, il était sauvé, il m'a dit autrefois qu'il aurait dû terminer en prison, comme il était dans le milieu de la pègre, de la rue, l'enfant de la rue, un avroche de Saint-Pétersbourg. Par ça, il était sauvé par un coach, un entraîneur de judo qui l'a pris par la main. J'ai rencontré cet entraîneur, il m'a raconté cette première rencontre. Il a vu un petit garçon de 13 ans qui se battait avec le sang contre 4 adversaires supérieurs. C'est-à-dire Poutine, il ne recule pas, il est prêt à se battre avec les supérieurs supposés. Les adversaires qui sont supposés supérieurs et parfois il gagne. Il était étonné, ce coach, qu'il était un garçon qui se battait vraiment jusqu'au bout. Je vous ai dit, il l'a pris par la main, il l'a amené dans une salle où Poutine est devenu un judoka performant, même membre plus tard de l'équipe de la jeunesse olympique de l'Union soviétique. Et je pense on se dit souvent que c'est un joueur d'échecs, mais il est plus judoka qu'un joueur d'échecs. Vous savez, en judo, les gens utilisent la force de l'adversaire pour le bousculer et après gagner la bataille à la fin. Parfois, on semble que la bataille est perdue. En réalité, il renverse la situation. Les judokas, c'est un truc classique. Et finalement, il gagne les batailles. Ça, c'est une deuxième clé. Je vais dire troisième clé, puisque il était formé comme espion. Et vous savez, les gens qui ont observé, comme moi, dans cette période des années 90, notamment Kissinger, il considère que justement le fait qu'il était espion et par conséquent pragmatique, les espions sont souvent les gens pragmatiques qui peuvent tirer des leçons de ses propres échecs et finalement le fait qu'il est espion, c'est assez important pour comprendre le caractère de Poutine. Il peut tirer des leçons, d'après en tout cas Kissinger, de ses propres échecs, repenser sa stratégie. Espion, j'ai eu des rapports amicaux avec Chirac, et il m'a raconté qu'au sommet de l'État, quand ils ont été tête à tête, Poutine utilisait une petite astuce d'espionnage propre à la fois à la CIA et au KGB. Quand il travaille avec les agents, la CIA et le KGB, il copie souvent ses gestes. Et Chirac a remarqué que Poutine, au sommet de l'État, dans le tête-à-tête avec Chirac, il copiait les gestes légèrement de Chirac, une sorte d'empathie. Mais cette anecdote est assez significative pour comprendre que Poutine
jusqu'à l'heure actuelle, il utilise la technique d'espionnage. J'ai failli dire, il est plus un homme de renseignement au sommet de l'État qu'un homme politique avec la primauté de la tactique sur la stratégie. Et ça, c'est le troisième aspect qui est assez important. Il y a aussi une chose assez étonnante. C'est pour ça qu'il était choisi, dans la réalité, d'une manière assez inattendue, comme successeur inattendu d'Eltsine dans les années 99. Et quand il était choisi comme une marionnette. Vous savez, Eltsine, c'est l'homme le plus détesté aujourd'hui de l'histoire de la Russie. Gorbatchev peut-être, mais quand même le plus détesté vers la fin de son mandat et de ses mandats. Il était vraiment quelques points d'avis favorables au début, quand on était ensemble à la résistance de Push, quand j'étais porte-parole de la résistance de Push de Moscou en 91, Eltsine, il était à 80% d'avis favorables. Quand il a terminé, il était vraiment à 2 ou 3 avis favorables. Quand mes amis français sont tristes par rapport à la baisse de sondage, je leur dis souvent, détrompez-vous, vous savez, les aléas du destin sont imprévisibles. Vous avez encore de la marge. Mais bref, ça c'est les choses qu'on prend. Il était choisi comme marionnette. Par Eltsine, et Eltsine a lourdement s'est trompé d'une manière vraiment tout à fait évidente. Il est devenu marionnettiste tout de suite quand vous devenez le tsar au Kremlin, vous n'êtes plus marionnette. Mais dans cette affaire, on dit souvent que le président Zelensky, c'est un homme, c'est un artiste. Mais dans cette affaire, c'est Poutine qui est plus artiste. Vous savez, quand il était choisi, il s'est déguisé spécifiquement aussi comme un homme de renseignement, il s'est déguisé spécifiquement comme le plus faible de tous. Il s'est présenté comme maniable, comme quelqu'un qui sera à la botte de gens qui l'ont choisi. Les oligarques, c'est pas seulement la famille d'Eltsine qui l'a choisi. Il reconnaît qu'ils ont fait un mauvais calcul. Bref, quand il était choisi par ça, il était marionnette, il est devenu marionnettiste. Et ça, c'est dans notre calcul, c'est peut-être le 5e Poutine qui devient le tsar. Et je dois vous dire, dans cette Poutine aussi, il y a... Non, en réalité, au tsar, je vais vous dire, c'est presque 6e Poutine qui est entre en jeu maintenant. Parce que vous savez, après l'évolution anti-occidentale, disons, de Poutine, elle est liée avec l'évolution de l'opinion publique russe. L'opinion publique russe, dans les années 80, disons 2010 à peu près, a été marqué d'un phénomène. Et ça, c'est l'Occident, il ne prend pas assez en compte ça. Vous savez, dans ces années-là, le pétrole a augmenté par rapport à la période de Gorbatchev 10 fois. C'est-à-dire, Poutine, il a eu la possibilité matérielle de partager le gâteau. Il a pris la décision, dans la réalité assez risquée, à mon sens même erroné, de garder le système oligarchique. Simplement, il a changé les oligarques. Mais ça, c'est un système qui est en train de disparaître parce que les sanctions occidentales ont rendu un grand service aux Russes. Ils sont obligés de se débarrasser de système oligarchique. Mais à l'époque, Poutine, il ne voulait pas bousculer. Vous savez, il a réuni tous ces oligarques qu'ils ont choisis, dans la réalité sous Eltsine en 99, et il a dit texto, chers amis, connaît comment vous avez volé la Russie, cet envol avec la complicité de l'Occident sans précédent dans l'histoire économique mondiale, avec 120 milliards d'euros qui passaient en Occident pour sauver en fait l'Occident de la crise à l'époque. Et il a dit, mais vous savez, si vous essayez seulement de faire comme chez Eltsine, ou venir dans mon bureau en ouvrant la porte avec le pied, c'est-à-dire si vous allez vous émixer dans les affaires politiques de ce pays, vous êtes les gens morts, il a dit. Après, il a gardé un silence et après, il a rajouté au sens figuré du terme. La question qu'on s'est posée,
c'est en fait on assiste à un énorme revirement depuis la guerre. En fait, depuis 20... Non, mais avant la guerre. Oui, Vous savez, les gens ne ressentaient pas, mais cliquez sur, par exemple, Fedorovski, La rupture. Vous serez étonné, j'ai publié à l'époque 6 pages dans le Figaro Magazine, je crois, où j'ai prédit ces événements. La rupture entre l'opinion publique russe et l'Occident, c'est la rupture avant la guerre. Vous avez raison qu'il y avait une réflexion proprement militaire qui est liée avec l'establishment militaire russe qui l'a influencé, parce que les militaires russes, il y avait tout d'abord, il y a l'aspect technique, l'installation des armes offensives en Ukraine, l'élargissement de l'OTAN jusqu'à l'Ukraine, dans la réalité, rend accessible pour les armes, notamment pour les fusées, le Kremlin à 8 minutes maximum, même à 7 minutes, d'après le militaire russe. Militairement, c'était inacceptable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous comprenez, à partir de 14, l'Occident a formidablement transformé l'OTAN, notamment les Anglais, essentiellement les Américains. Ils ont entraîné l'armée ukrainienne, elle est devenue une armée assez performante, à tel point qu'elle pouvait écraser la rébellion russophone à Donbass en une journée. Et les Russes, en tout cas les militaires, ils ont répété ça, ce qu'ils veulent entendre, et s'ils écrasaient en une journée ça, il aurait pu aller jusqu'à la Crimée, et pour Poutine, c'était inacceptable. C'est-à-dire, dans cette affaire, il faut comprendre qu'il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect, l'évolution de l'opinion publique russe, qui est devenu à partir de Yougoslavie, avec l'Irak, avec la diplomatie de Bachel en Libye, tout ça, assez réticent vers l'Occident. Je vous dis, les chiffres sont formels. Sous Gorbatchev, il y avait 80% des Russes qui ont été occidentaux. À l'époque, 10% des Russes ont été occidentaux. Et Poutine, vous savez, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas le nombre irrationnel. Il regarde tous les jours les sondages, il suit l'opinion publique, etc. Et ça, c'est le premier point. Et et deuxième point qu'on a évoqué, c'est une analyse proprement militaire qui est liée à la veille de la guerre. Et après, il y avait les choses si on a le temps, j'aurais pu vous raconter tout un roman d'espionnage la veille de ça, quand il y avait les erreurs de calcul de Poutine lui-même, des erreurs d'analyse du service secret russe, une formidable opération d'intoxication américaine extraordinaire entre le 17 et le 20 quand ils ont dit publiquement que les Russes attaquent les Ukrainiens, ils ont dit aux Ukrainiens et aux Russes, ils ont dit les Ukrainiens attaquent. Tout ça, c'était les choses assez étonnantes sur le plan. Si un jour on faut faire le roman de l'espionnage autour de ça, beaucoup de choses sont connues, d'autres restent connues par certains experts, dont moi-même, troisième, ils seront connus. Bref, tout ça, les choses ont été prévisibles compte tenu de l'évolution de l'opinion publique, aussi de l'analyse militaire, même si je ne vous cache pas, pour moi, c'était non seulement une grande tragédie, une grande blessure, mais je tiens à vous signaler que pour moi, c'est tellement inconcevable, parce que mon père était ukrainien, ma mère était russe, que cette tragédie, pour moi, c'était inimaginable. Alors, j'ai sous-estimé Tout à fait. Et la grande question qu'on s'est posée quand même, c'est que en 2000, si mes souvenirs, le mars 2000, Poutine est élu président de Russie. Et d'un seul coup, il y a quand même une énorme évolution en Russie, puisque la Russie accepte l'ouverture vers l'Occident. Et on le constate, on le constate factuellement avec des chiffres que j'ai pu consulter, comme quoi, mais comme quoi, notamment, à l'heure d'aujourd'hui, un peu avant la guerre, il y avait quand même en Russie 160 000 salariés d'entreprises françaises. C'est considérable. Évidemment, mais vous savez, je vais vous dire, et d'un seul coup, on remet en cause tout ça. Complètement intégré dans l'ensemble européen, mais je ne vous cache pas qu'il y avait dans cette affaire
un débat à l'intérieur de l'élite russe, etc. Parce que la solution que Poutine a choisie, et c'était la solution d'une certaine facilité pour l'élite russe, et aussi qui a facilité la corruption énorme autour de ça. Ah, voilà. C'était la solution de l'utilisation, vous comprenez, de s'appuyer sur le pétrole et le gaz comme facteur de bien-être russe. Et quand les Occidentaux ils ont mal analysé les répercussions des sanctions, c'est bien que c'est une grande erreur occidentale, c'est la répercussion des sanctions, puisqu'ils ont sérieusement cru que l'économie russe s'écroule une semaine plus tard. Ils me disaient ça le 24 février, à la fois les Américains, les Russes et même les experts français. Mais vous comprenez, quand ils n'ont pas compris que deux chiffres qu'il faut prendre en tête. Au temps d'Eltsine, les Russes vivaient 10 fois moins bien que sous Poutine. 10 fois. 10 fois. Le niveau de vie s'améliorait 10 fois. Ce n'était pas dû à la politique de Poutine. C'est dû au fait que le prix du gaz est devenu plus cher. Et c'est une malédiction. Parce que vous comprenez, dans cette affaire, la Russie est devenue, l'économie russe était basée sur le gaz et le pétrole. Et le bien-être relatif, soyons très clairs, que sous Poutine, les Russes n'ont jamais vécu aussi bien sous n'importe quel régime, à mon sens, sous les soviétiques, tous les dirigeants soviétiques, évidemment, ils ont vécu beaucoup moins bien. Sous Helsinki, je vous dis 10 fois moins bien, et même sous le tsar, malgré tout, parce qu'il y avait un clivage là-bas, encore une fois, entre les riches et les pauvres. Mais pour revenir au problème de choix, disons, de l'évolution russe, Poutine, consciemment, il ne voulait pas bousculer, parce qu'on a parlé, quand je l'ai connu dans les années 90, il a dit qu'il faut éviter la nouvelle guerre civile en Russie, une nouvelle révolution. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bousculer le système qui était établi, qui est un système absolument éhonté. 5% de la population partage encore aujourd'hui en Russie 60% de richesses. Les clivages, vous n'avez pas même en Occident, malgré cette période difficile. On n'a pas l'équivalent d'inégalité qui nous attend. Vous n'avez pas ce genre de clivage en Occident. En Russie, les clivages sont énormes. Mais c'était un choix. Garder le système oligarchique, mettre les autres oligarques qui sont loyaux. Il a mis les hommes de paille, des services secrets, de Saint-Pétersbourg, etc., qui a mis à la tête des groupes oligarchiques. Mais c'était toujours basé sur le gaz et le pétrole. Ils ont tué l'industrie. Non seulement en France, il y avait des industrialisations, mais en Russie, énormément pas. Ils ont mis la dépendance industrielle de la Russie de l'Occident. Dans la réalité, c'était une économie semi-coloniale qui était créée sous Poutine. Et je dois vous dire que beaucoup de gens sérieux, même qui sont adversaires de Poutine, ils sont ravis qu'il y ait les sanctions occidentales qui aujourd'hui, parce qu'ils obligent les Russes de réindustrialiser leur pays, d'orienter leur pays vers l'Asie, et surtout, de toute manière, tôt ou tard, ils sont obligés d'en finir cette dépendance, cette malédiction, dépendance du gaz et du pétrole russe, qui a créé à la fois la corruption, à la fois, vous comprenez, ces clivages sociaux absolument exorbitants, mais surtout qui a déterminé la sortie absolument éhontée, le vol des richesses russes sous Helsinki et même sous Poutine, c'était sans précédent dans l'histoire économique mondiale. Je vous dis 120 milliards de dollars par an. C'est plus que tous les efforts, toute l'aide occidentale maintenant en Ukraine, c'est moins que 120 milliards de dollars qui ont été offerts dans la réalité volés de l'économie russe. C'est un pillage. Vous avez dit un pillage. Alors, il y a un autre élément dont va nous parler Jean-Paul, juste un instant, c'est qu'effectivement, il y a aussi, alors en Ukraine en particulier, un enjeu agricole énorme, parce que l'agriculture en Ukraine,
la production et la qualité de l'agriculture en Ukraine est très élevée. Jean-Paul, tu nous dis juste un mot dessus, très rapide. Oui, tout à fait. L'Ukraine est un territoire qui peut être fier d'avoir les meilleures qualités de terre cultivables au monde, avec ce que nous appelons les tchernoziomes, ces fameuses terres noires qui sont fertiles sur des profondeurs de 1 mètre en moyenne, qui peuvent atteindre une profondeur des couches allant jusqu'à 6 mètres sous terre. Alors que nous, en France, la France qui se dit pays agricole, nous avons une terre arable qui n'excède pas 20 cm de profondeur. Quoi. Voilà. Oui, mais et qu'il faut fertiliser. Mais ça, c'est hyper important, mais dans les enjeux, vous savez bien que maintenant, vous savez, la présence des groupes internationaux en Ukraine, c'est une présence tout à fait prépondérante. D'ailleurs, la majorité des terres ukrainiennes sont déjà sur le groupe étranger. Tout ça, c'est évidemment l'enjeu de l'agriculture. C'est un enjeu absolument capital et je pense que pour l'avenir, surtout quand le jour viendra que la guerre sera terminée, évidemment l'agriculture sera au centre du plan Marshall pour reconstituer l'Ukraine qui souffre. Tout à fait, oui. Donc l'Ukraine est non seulement un enjeu de transit du pétrole et du gaz, ça c'est connu, mais également un enjeu agricole. Donc, absolument, comme en Russie. Oui. Vous savez que ce Poutine, c'est un phénomène assez intéressant. Quand il y avait les premières sanctions après 2014 en Russie, ça a contribué d'une manière absolument vertigineuse au développement de l'agriculture russe, à tel point que, comme vous le savez bien, la Russie est devenue le premier exportateur de céréales de la Russie. D'une manière générale, l'agriculture, c'est vraiment, il faut regarder ça d'une manière très précise maintenant, parce que parmi les dangers qui nous guettent, il y a la famine en Afrique, avec les répercussions majeures pour l'avenir vraiment, et que cette fois-ci géopolitique du monde, parce que vous savez, cet hiver, c'est non seulement la perspective avec ces frappes énergétiques, la froid, il y aura énormément de réfugiés ukrainiens que l'Europe sera obligée d'accueillir, mais il y aura aussi, à mon sens, la situation assez dramatique en Afrique qu'il faudra prendre en compte. Et le facteur que votre formidable expert il a souligné ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de précision. Il a raison de souligner l'enjeu agricole dans ce conflit. Oui, tout à fait. Mika, historiquement, tu voulais peut-être intervenir. J'avais une question, oui, un petit peu sur le thème idéologique, si vous permettez. On a vu que dans la vision de Poutine, il y a une forme de conservatisme qui se met en place dans sa vision du monde. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est une idéologie, on va dire, pour aller dans le sens de l'opinion populaire, ou est-ce que c'est vraiment une vision stratégique de fédérer les peuples russes et slaves autour d'une vision plus globale? Je ne sais pas si ma question est claire. Ça, c'est une vraie question que vous posez, et je me pose souvent ça. Je pense que pour l'instant, c'est plutôt de caractère tactique. Tel que j'ai étudié Poutine, c'est une machine. Et c'est une machine qui prend en compte surtout l'évolution publique, l'évolution de l'opinion publique en Russie. Et ils essayent, face, disons, à cette nouvelle donne, il s'agit de rupture historique, civilisationnelle entre la Russie et l'Occident. Je pense qu'il y a un symbole de ça, c'est une tentative d'interdire Dostoïevski en Italie ou l'interdiction de Tolstoï dans les écoles ukrainiennes. C'est le symbole de rupture définitive. Et dans cette rupture, Poutine, ils essayent, cette fois-ci, je pense que je ne suis pas persuadé, tel que je l'ai observé et analysé, que c'est vraiment sa conviction. Mais il va dans le sens de l'évolution publique, de l'évolution de l'opinion publique russe. Parce que l'évolution, disons, de l'opinion publique, c'est une évolution assez bizarre, marquée par la nostalgie de la grandeur d'une grande puissance sur l'Union soviétique, et en même temps, c'est une sorte de nostalgie de l'époque du tsar,
avec l'idée, vous connaissez ça mieux que moi, l'idée de troisième Rome. Vous connaissez, c'est un fondement de la civilisation russe du Ivan le Terrible, qui a inventé une sorte de légende selon laquelle la Russie, c'est un héritier de Byzance. Il y avait deux Roms qui sont disparus sous, disons, l'invasion des barbares. Tout d'abord le vrai Rome, après le Byzance, et après l'héritier, le gardien de l'esprit spirituel de chrétienté, c'est la Russie, Moscou comme troisième Rome. La troisième Rome, ça serait Moscou. C'est Moscou, évidemment. Oui. Et ça, c'est une idée historiquement qui est base d'autocratie en Russie, soyons très clairs, depuis Ivan le Terrible jusqu'à la fin de Romanov en 1917. D'ailleurs, c'est pour ça que je reviens, que je viens de sortir un livre assez important qui s'appelle Le roman de révolution. J'évoque justement ce lien avec cette période et je donne les clés pour comprendre ça, et j'évoque justement le fondement de régime ça, lié avec cette idée de troisième Rome. Et après, il y avait un rejet de l'évolution occidentale, soyons très clairs, où il se pose comme un gardien de chrétienté face à l'Occident, qui est en train de trahir ses valeurs chrétiennes, qui s'islamise, qui va dans le sens de rupture des valeurs traditionnelles de famille qui sont très importantes pour les Russes, surtout dans le contexte actuel. Bref, tout ça, je pense qu'il met en scène ça quand même plus que c'est sa conviction, parce que vous comprenez, Poutine, c'est quelqu'un qui était, quand je l'ai connu, c'était complètement pro-occidental. Il était quand même formé dans cette école du maire de Saint-Pétersbourg, de Sobchak, qui était mon ami, qui était un homme absolument, vraiment de l'ouverture de la Russie vers l'Occident. Il est dans la tradition antithèse. Vous savez, il y a toujours en Russie une bataille, surtout c'était au 19e siècle, c'est pour ça qu'il faut donner les clés historiques, entre les slavophiles et occidentalistes. Les occidentalistes disent que la Russie, c'est un pays lié avec l'Europe, et c'est l'Europe, et les slavophiles, ils disent que c'est un pays à part, et finalement, pour aller jusqu'au bout de l'exercice aujourd'hui, la Russie doit s'orienter vers l'Asie. Et je dois vous dire que les sanctions, ce conflit, il a poussé la Russie, et je pense que c'est a poussé presque Poutine, aussi dans les bras des Chinois. Parce qu'aujourd'hui, soyons très clairs, pour l'élite russe, il y a une rupture absolument historique qui désole d'ailleurs Kissinger, toujours hanté par cette idée de découplage entre la Russie et la Chine. Aujourd'hui, l'élite russe, je suis formel, elle dit que l'Occident n'a pas l'avenir, que l'Europe est vassalisée, qu'il faut oublier ces gens-là, que de toute manière, ce n'est pas un facteur, et travailler avec le continent à venir, indépendamment de l'évolution de conflits, vous comprenez? C'est même indépendamment de ça. Réorienter le gaz et le pétrole sur ça et travailler avec l'Asie comme le continent de l'avenir, qui sont des gens beaucoup plus sérieux et moins vassalisés que. Donc vous voulez dire, dans votre pensée, vous dites que la Russie aujourd'hui se positionne comme étant, comme voulant rassembler ses valeurs spirituelles autour notamment de l'orthodoxie russe qui revient depuis Vladimir Poutine, et un renforcement une affirmation de la valeur russe sur le plan de la famille et de certaines valeurs morales. Et effectivement, dans un discours de Vladimir Poutine, je l'ai entendu dire que l'Occident était en train de devenir, les États-Unis notamment, l'empire du mensonge. Ce sont ces mots. L'empire du mensonge, je vais vous dire, ça c'est une thèse qui est liée avec la propagande. Vous connaissez mieux que moi qu'on vit maintenant le conflit. C'est la guerre. Et pendant le conflit, il y a une bataille d'information. D'ailleurs, parfois, Poutine le perd, parfois, d'ailleurs, sur le plan intérieur, le fait qu'il ait soutenu
par 75% de la population, ça veut dire que sur le plan antérieur, sa propagande est assez efficace. Mais je dois vous dire que quand il y a la propagande d'office, il y a le problème de désinformation qui s'oppose, etc. C'est un problème majeur qui existe. D'ailleurs, parce que je vois quand Poutine il utilise ça dans la propagande, ils essayent d'utiliser les failles occidentales dans la présentation, dans les médias. Et évidemment, c'est pour ça qu'il utilise ça c'est caractère propagandiste, l'empire de mensonges. Mais vous comprenez, l'autre jour, quand j'ai analysé, j'étais assez frappé par une chose, que avant le conflit, Poutine s'occupait de la propagande en Occident, et après, c'est devenu moins important. Je me suis posé la question pourquoi. Et vous savez, j'étais étonné d'apprendre qu'il a donné les instructions de ne pas trop intervenir en Occident. Il dit, et selon, en tout cas, les sources qu'ils m'ont données, ils disent qu'il faut au contraire pousser, par exemple, Zelensky de parler au maximum, s'adresser à l'opinion publique occidentale. Et ils disent non, au contraire, il faut présenter ça au maximum. Et ça, on va voir les résultats quand ce sera trop, ce sera trop. Et il y a un exemple concret, je vais vous raconter. Sur un plateau, vous savez que je suis souvent invité à la télévision, j'étais invité avec quelqu'un que j'ai connu autrefois, parce que je travaillais au temps de Gorbatchev, j'ai aidé en fait ces gens-là, en Pologne. Il y a un mouvement Solidarność, symbole de ce mouvement Solidarność, c'est l'ancien président polonais Wałęsa. Et on parle avec lui, on analyse la situation, etc. Et après, il fait une présentation qui a étonné d'ailleurs le présentateur, Darius Rochba. Il dit qu'il faut faire diminuer la population russe de 100 millions de personnes. Il faut scinder la Russie en 5. On a discuté, je lui ai donné mes arguments en disant que c'est une position assez dangereuse parce que le Poutine, vous savez que la Russie dans certains domaines est supérieure aux États-Unis pour l'instant dans 5 domaines dans les armes stratégiques et sur le théâtre européen en armes tactiques nucléaires, c'est 1-8 supériorité russe. Et si vous posez ce genre de problème, ça peut amener, on est vraiment, mon analyse est formelle, on n'est jamais si près de la guerre mondiale comme aujourd'hui. Et après, j'ai oublié. Et après, j'étais étonné que cette interview chez ALCI a été présentée 20 fois aux meilleures heures d'écoute à la télévision russe. Et après, j'ai compris. Vous savez, il a utilisé ça comme un moyen de propagande. Il veut scinder la Russie en 5, il veut diminuer. C'est très subtil. C'est-à-dire, vous comprenez, ça, oui. C'est assez étonnant pour la mentalité de Poutine. Et dans cette mentalité, évidemment, il utilise les failles d'analyse. Ça arrive, les failles d'analyse occidentales aussi dans les médias qui sont. Vous savez, il y a le problème, c'est un problème que je comprends parfaitement bien. Je comprends mieux ça chez les Ukrainiens, parce qu'ils sont en guerre. Je comprends moins quand il y a approximation de l'analyse, disons, chez les experts occidentaux. Et je vous signale d'ailleurs aux États-Unis, je suis souvent aux États-Unis, je parle avec eux, il y a moins, vous savez, ils sont tout à fait dans leur ligne, ils restent dans les clous, mais en même temps, ils sont assez précis dans l'analyse et c'est pour ça qu'il faut être précis pour ne pas donner à Poutine les arguments pour aller dans ce sens-là. Oui, mais ça, vous avez raison. On est dans une guerre d'information. Alors, il y a une énorme controverse de 2 personnages assez connus en France, qui sont Alain Juillet, qui dit qu'en fait, nous avons là, en Ukraine, une guerre par pays et par personne interposée entre les États-Unis et la Russie. Et c'est une controverse qui est reprise aussi par François Asselineau, et en disant finalement, qui c'est qui a poussé la Russie jusqu'au bout
pour générer des conflits, eh bien, c'est l'hypothèse est dictée par Alain Juillet ou Asselineau, c'est qu'il y a les États-Unis, une partie de l'Occident qui est derrière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette controverse? C'est quand même très, très Vous savez, difficile. c'est pas une controverse. Le problème là-dedans, c'est un problème de l'analyse politique. Vous prenez Alain Juillet, mais j'aurais pu élargir, vous comprenez. Quand vous analysez, moi je suis souvent au plateau avec ces gens-là et je les observe et puis finalement je suis souvent aux États-Unis avec ça. Il y a, vous savez, tout d'abord, il faut comprendre la situation telle qu'elle est. Le premier constat, et cette fois-ci c'est le mien, c'est que la situation actuelle est une situation très dangereuse. Elle est beaucoup plus dangereuse que la guerre froide. Moi, je rêve, pour vous dire la vérité, à revenir à la guerre froide. Ça va vous choquer parce que moi, j'étais vraiment un des fossoyeurs de la guerre froide avec Gorbatchev. Mais aujourd'hui, je rêve à revenir à cette situation. Pourquoi? Parce que pendant la guerre froide, il y avait une vingtaine d'accords, j'ai participé à l'élaboration de ces accords, qui garantissaient contre un dérapage vers la guerre mondiale. Rien n'existe aujourd'hui. Il y a un seul accord dans le domaine stratégique qui vivote aujourd'hui, mais vous savez, ça n'a plus aucune signification. C'est-à-dire tout le système des accords des fusibles contre l'évolution militaire est sauté. Deuxième point, et ça rejoint notre conversation d'aujourd'hui, pendant la guerre froide, il y avait beaucoup de propagande aussi. Mais la propagande et la politique réelle, c'était deux choses. J'en ai parlé avec Kissinger autrefois, et on a constaté une chose que jamais, comme aujourd'hui, il y a aujourd'hui, il y a un mélange de genres. Il y a la propagande devient la politique réelle. Dans la guerre froide, il n'y avait pas, les gens mentaient, mais ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les gens mentent, ils y croient. Oui, parfois, c'est la compétence, parfois, c'est le fait qu'il faut simplement. Hier, j'ai parlé avec un directeur d'un grand journal ici, et on a constaté l'approximation et n'importe quoi qu'il nous rapporte ces chaînes d'information. Et il m'a dit une chose qui m'a étonné. Ils disent que c'est surtout le fait qu'il faut simplement remplir l'espace. Il faut faire ça. Vous comprenez? Et je vais vous dire, je vais donner, juste, si on me permettait, aller jusqu'au bout de l'analyse. Parce que vous comprenez, il y a aujourd'hui plusieurs scénarios. Le premier scénario, que l'Ukraine gagne la guerre, elle va en Crimée, les Ukrainiens me disent qu'il faut pendre Poutine, etc. Mais pendre Poutine en train d'être pendu avec sa possibilité d'anéantir l'Occident ou New York en 10 minutes aujourd'hui, je suis certain, tel que j'ai décrit, qu'il va appuyer sur le bouton. Deuxième scénario qui se passe maintenant, ce jour-ci, personne n'en parle, mais les Russes, ils font une percée dans la région de Bakhmut, aujourd'hui, ça c'est en Ukraine, et s'ils sautent la ligne Maginot là-bas ukrainien, ils vont aller à Odessa. Cette fois-ci, les Américains me disent, on va trouver le prétexte pour intervenir. C'est toujours la guerre mondiale. Même le scénario dont parle Juillet, d'ailleurs, le scénario Verdun, d'enlisement, etc., c'est très dangereux. La preuve, cette affaire de du missile, il y a 2 semaines, quand le monde a failli tomber dans l'imprévisibilité, c'était vraiment, on a frôlé la catastrophe et la guerre mondiale, sans parler de 15 réacteurs qui se trouvent en Ukraine. À n'importe quel moment, on peut avoir Tchernobyl multiplié par 10. Bref, toutes ces questions sont posées par les gens incontestables. Je vous dis, Kissinger, à cause de l'alliance avec la Chine, qui trouve que l'Occident absolument nul à pousser la Russie et la Chine dans les bras des autres, mais au-delà des Américains, Jeffrey Sachs, Sarkozy, Guénon, Védrine, Chevènement de l'autre côté, Raffarin, je peux continuer. La liste, c'est à l'infini. Ces gens-là ne sont pas complaisants envers Poutine. Vous comprenez, il ne faut pas penser, moi j'étais par exemple l'adversaire mythique de Poutine, mais simplement je suis tellement inquiet aujourd'hui que je dis que tout d'abord il faut éviter, si c'est possible, la guerre mondiale, il faut éviter la catastrophe économique qui nous attend
en Europe, mais ça c'est un autre aspect, les assurances vie, etc. Mais vous comprenez, on a évoqué tout à l'heure, quand on a parlé de l'arrivée massive des réfugiés de l'Afrique, l'arrivée massive de tout ça c'est la prévisibilité. Vous comprenez, le débat là-dedans, c'est un débat qui concerne l'analyse politique et la dangerosité de cette situation. Vous comprenez, ça c'est le premier point. En ce qui concerne les États-Unis, c'est une évidence. Ils me disaient souvent, ils me disaient directement qu'on veut un nouveau Afghanistan en Russie, qu'on veut ressusciter l'OTAN qui était en mort cérébrale, qu'on veut vraiment vendre le gaz de schiste 6 fois plus cher en Europe, etc. Ces choses-là. Mais détrompez-vous, moi j'étais aux États-Unis récemment, vous savez ce que j'ai ressenti? Leur profonde inquiétude. Ils veulent maintenant, il y a un article, je voudrais vous signaler ça, il y a une sorte de gourou de l'époque d'Obama, il s'appelait Kupchan, c'est le principal expert du Conseil de sécurité sur l'Est. Il a publié il y a une vingtaine de jours un article absolument étonnant à Washington Post, qui disait nous avons acquis, nous avons obtenu ce qu'on a voulu. On a voulu surtout le découplage définitif entre l'Allemagne, pour eux, l'alliance énergétique entre l'Allemagne et la Russie, c'était inacceptable. On a cassé ça à jamais. On a ressuscité l'OTAN. On a fait tout ce qui, on a vendu le gaz de schiste, etc., l'Europe, etc. Et puis, il a posé la question que même en France, on n'ose pas poser. Est-ce que la guerre mondiale vaut bien la Crimée? Il a posé, vaut bien Donbass et la Crimée pour être présent. Et il a suggéré, c'est un démocrate, c'est pas un trumpiste. Non, démocrate, il a posé. Et puis, il y avait l'avalanche des déclarations américaines. Les aides généraux les plus haut placés il y a 2 semaines, général Millet, c'est le général le plus haut gradé, c'est pas les ex. Il dirige le comité intégré de chef-major là-bas. Il a dit, maintenant c'est le temps d'arrêter ça. Il n'y aura pas une victoire ni de l'un côté ni de l'autre, parce que l'Occident ne va pas permettre la défaite ukrainienne, et les Russes, ils ont certaines supériorités, rien que numériques, là-bas. Alors par conséquent, dans ce contexte-là, ils sont préoccupés vraiment par la situation en Europe, évidemment par l'inflation aux États-Unis, et surtout la perspective de la dépression aux États-Unis, mais au-delà de ça, ils ont été préoccupés, comme ces gens-là dont je vous ai parlé, tous ces gens-là expérimentés, ils ont été préoccupés par la perspective de dérive vers la guerre mondiale et la fin de la civilisation. Alors justement, suite à Vladimir, voilà. À ce sujet, oui, tout à fait. Alors, là, il y a un point où je voulais vous interpeller, j'ai fait l'exercice moi-même d'essayer de comprendre les forces en présence de l'OTAN, et donc dans tous les pays depuis l'an 2000. Et on constate que les effectifs de l'OTAN ont diminué considérablement depuis 20 ans. Évidemment. Mais maintenant, depuis le conflit, c'est le contraire. Et je dois vous dire que de toute manière, vous comprenez, c'est une nouvelle donne. Il ne faut pas se leurrer. Pourquoi l'Europe est dans le don de la farce aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait, avant, il n'y avait pas de dépenses militaires. C'était un facteur de prospérité de l'Europe. Avant, il y avait le gaz et le pétrole russe pas cher. C'était le facteur principal, en tout cas, pour l'Allemagne, mais au-delà de ça, pour beaucoup de pays de prospérité de l'Europe. Il y avait la main-d'œuvre chinoise qui était pas chère. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et finalement, il y avait aussi le vol extraordinaire de richesses russes, notamment l'arrivée massive des capitaux russes, 120 milliards de dollars, quand même par an, ça comptait aussi. Oui. Alors là, sur ce point, justement, sur le plan économique, oui, vous dites l'Union européenne, l'Europe de la défense, le dindon de la farce. Je me suis simplement... j'ai pris du temps pour comptabiliser les ventes de F-16 et de F-35 depuis 2001, des USA à l'Union européenne. Alors, je vous cite les pays, Belgique, Danemark, Grèce, Hollande, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie, Suisse, Finlande, Allemagne en dernier. Allemagne, mais c'est le plus symbolique là-dedans, l'Allemagne, parce que ces décisions, mais pour l'Allemagne, c'est une décision tout à fait significative. Et c'est une nouvelle Europe qui est en train de se construire, si ce sera l'Europe, parce que vous comprenez, c'est la fin en réalité, en tout cas, beaucoup de problèmes. Disons, l'évolution
négatif du couple franco-allemand. D'autres disent que c'est la fin du couple franco-allemand et la création d'une sorte de fer de lance dominé par les anglo-saxons, avec le rôle très important de Pologne, des pays baltes, et Oui, tout ça, ça je change confirme. la donne, qui augmente aussi, vous comprenez, en quelque sorte, c'est par ricochet, ça donne les arguments à Poutine. Ils disent de toute manière, l'Europe est vassalisée, c'est terminé, il faut travailler avec l'Asie. La Pologne et la Pologne et la Roumanie ont acheté encore récemment, renouvelé leur parc d'avions tranquillement auprès de Lockheed Martin. Et on arrive au chiffre ahurissant de 700 ventes de F-16 depuis 2001 et 200 ventes de F-35 depuis ces dernières années, ce qui nous amène à 900 avions dont la moitié ne sont pas des renouvellements mais des nouveautés, puisque les pays sont nouvellement entrés dans l'Union européenne. Donc la présence américaine est devenue, au niveau industrie de l'aéronautique et de l'armement, les ventes sont a priori en nette augmentation, alors qu'on assiste à une... Complètement, c'est la domination totale des Américains. Mais je vais vous dire, vous savez, moi je parle avec les Américains. Le but de l'exercice, pourquoi Kupchan, ce gourou d'Obama, sur un plan de sécurité, il dit nous avons obtenu ce qu'on a voulu. On a obtenu la domination des États-Unis, notamment la domination du complexe militaire industriel américain sur l'Europe. Mais en obtenant ça, il y avait des dangers qu'on n'a pas vraiment prévus. Par exemple, sincèrement, ils ont été mal informés, en tout cas, ils ont mal calculé les répercussions de sanctions. Pour l'instant, les sanctions sur la Russie n'a jamais gagné autant d'argent sur le gaz et le pétrole. C'était carrément incompréhensible. L'Europe est obligée de... Ça c'est les choses comme ça. Oui. Ça c'est l'évidence. Mais c'était le but de l'exercice. Mais après la fragilisation de l'Europe, ou le déclin industriel de l'Europe, parce que détrompez-vous, on est seulement vous savez, c'est l'hiver, tout ça, le fait qu'on va geler, ça c'est le côté visible. Mais au-delà de ça, il s'agit de répercussions absolument majeures et à long terme qui fragilisent dans la réalité l'Europe. Et ça, c'est l'inquiétude aussi des États-Unis, parce que c'est quand même l'Europe reste l'allié, parce qu'on assiste sur le plan géopolitique à une création d'un nouveau monde. Kissinger était si inquiet de cette alliance, à mon sens, irréversible entre la Chine et la Russie, y compris l'alliance militaire, de fait, parce que vous savez, une chose, c'est la façade, une autre, transfert technologique, les manœuvres, tout ce qu'on connaît, parce qu'on sous-estime, à mon sens, l'importance disons, des liens, notamment militaires et évidemment économiques entre la Chine et la Russie. Mais soyons très clairs, aujourd'hui, 85% du monde ne soutient pas les sanctions. Voilà. Et les pays comme l'Inde, les alliances sont secrets. L'Inde n'a jamais acheté le pétrole, le gaz. Aujourd'hui, il achète. L'Iran, la Corée, l'Asie, tout ça, c'est les choses qu'il faut prévoir. On assiste à une création de nouveaux mondes. Pour ma part, je regrette tout simplement parce que c'est pour ça que vous regrettez sur le plan la guerre froide. On aurait pu éviter ça. Moi, j'ai travaillé pour une autre vision du monde au moment de la chute du mur personnellement sous Gorbatchev. Mais au-delà de ça, il y avait quand même les affinités civilisationnelles qui sont si fortes. Mais les choses sont symboliques quand même. L'interdiction de Tolstoï dans les écoles ukrainiennes et les tentatives des Italiens d'interdire Dostoïevski, c'est l'Italie. L'Italie qui a marqué la création de Saint-Pétersbourg. Il exige ça. Ça, c'est les choses. Il s'agit d'une rupture géopolitique et je pèse mes mots cette fois-ci civilisationnelle entre la Russie. À l'origine de l'Ukraine, justement, un des aspects qui a généré beaucoup de conflits internes à l'Ukraine, c'est notamment l'interdiction de la langue russe dans les lycées, ordonnée par je crois, les élus ukrainiens pendant... Non, mais ça, c'est à l'origine du conflit qui a effrayé. Je me souviens, j'ai soutenu d'ailleurs l'élan démocratique de l'Ukraine à l'époque, et j'étais en contact, les Américains étaient effrayés parce que le lendemain des événements
de 14, quand les Ukrainiens ont interdit la langue russe, ça a engendré après la réaction de Poutine face à la Crimée. C'est la base de ça, c'est cette décision. Et puis après, le mouvement séparatiste à Donbass est lié avec tout ça. C'est les choses. Vous savez, franchement, moi, je reste persuadé qu'on aurait dû éviter ça. On était très performant quand j'ai travaillé avec Gorbatchev pour la sortie de la guerre froide. Et je pense que le monde a été particulièrement incompétent pour la période post-communiste. Je vais vous citer le plus grand ambassadeur américain que j'ai eu l'honneur de connaître, qui était à l'origine de la théorie de la guerre froide, de containment, vous savez, d'endiguement, George Kennan, qui me disait que le fait que au début des années 90, l'Occident n'a pas su associer la Russie avec le monde libre, c'est la plus grande erreur occidentale depuis Jésus-Christ et on paye ça très cher avec maintenant. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'on rêvait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural et puis le mur n'a pas été brisé finalement, c'est ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais sur ce plan-là, je vais vous dire, comme j'essaie, comme au moment de la fin du communisme, j'allais jusqu'au bout, j'essaie maintenant de trouver la solution, en tout cas trouver la sortie vraiment de cette tragédie le plus rapidement possible. C'est pour ça que je publie dans mes livres les exemples de la tension, notamment pour ce livre Poutine, l'Ukraine et les faces cachées. Je publie là-bas l'épisode de la crise de Cuba. Et pour ça, j'ai vu, je vais vous raconter, j'ai vu un dernier survivant de ces événements qui était adjoint de McNamara, je l'ai vu à Genève. Il m'a raconté heure par heure comment ils ont géré la crise pour me montrer jusqu'à quel point ils ont été préoccupés par la recherche de compromis et la sortie de la crise. Et je pense que cet exemple doit nous servir quand même d'une leçon pour l'avenir. J'espère bien tout d'abord qu'il faut éviter la guerre mondiale, rien que pour nos petits-enfants et nos enfants, mais je pense que simplement répercussions de ce conflit sur l'économie mondiale ne sont pas encore mesurées à sa juste valeur et la preuve, ces approximations de l'influence des sanctions sur l'économie russe. Et oui, bien sûr. Et d'ailleurs, en France, on constate que la présence des entreprises françaises en Russie, j'avais cité tout à l'heure le chiffre de 160 000 salariés en Russie, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ont choisi de rester en Russie, notamment le groupe Muliez, je crois, Auchan, etc. 45 000 salariés. Il y a une partie des entreprises françaises qui a décidé un retrait complet. Donc, je cite par exemple Safran, Airbus, Renault, qui ont décidé un arrêt. Et alors, on constate également qu'il y a des positions intermédiaires, notamment comme Total, qui a décidé d'arrêter les investissements, mais de poursuivre l'exploitation. Donc là, c'est une position qui est un peu au milieu, qui n'est pas... C'est une position assez qu'il faut regarder de près. Vous comprenez, c'est une position qui est liée avec l'analyse différente de la situation actuelle. Moi, j'ai vu tous ces gens-là, pour vous dire personnellement, des dirigeants de ces sociétés, puisqu'ils aiment bien écouter mon avis sur le plan géopolitique, et je les ai vus à peu près tous. Je tiens à vous dire, il y a une différence totale de prévision. Par exemple, le groupe Muliez, il était persuadé que toutes les guerres sont terminées par la sortie de la guerre, et dans ce cas-là, et là je rejoins tout à fait ça, Jérôme Muliez, qui me disait qu'il faut garder les fonds. Il faut garder les passerelles. Il utilisait le mot passerelle. Et c'est le même terme qui a été dit par Kissinger, vous savez, il faut garder la perspective. Il y a un autre dirigeant, je ne parle très, très important aux États-Unis, il m'a raconté une histoire assez étonnante dans sa bouche.
Il a comparé cette situation en Europe avec la crise avec la guerre de Sébastopol au XIXe siècle. Il disait que la rupture semblait totale. La Russie était plus diabolisée après la guerre de Sébastopol que maintenant. Les Russes barbares, mangeurs d'hommes, nuls militairement, qui aiment bien vivre dans la dictature, tout ce qu'on raconte dans les chaînes de formation aujourd'hui. Mais simplement là-bas, il a dit c'est amplifié. Et il a dit nous avons su garder les passerelles. Et là, vraiment, c'est le plus grand banquier de Wall Street, qui est un grand partisan. Il m'a dit il ne faut pas commencer les négociations, il faut annoncer seulement négociation commence et la bourse sera sauvée. Et c'est intéressant comme approche. Mais vous savez ce qui m'a étonné, il a dit la plus grave dans cela, que dans ces passerelles qui sont fragmentaires, il y a vraiment le grand pont qui a été vraiment sauté, qui a été vraiment liquidé dans cette crise-là. Ça n'a jamais existé avant. C'est le rapport culturel. Et il a dit le rapport culturel, c'est le pont très important qui a sauvé le monde après la guerre de Sébastopol, parce qu'il a cité un exemple français qu'il connaissait, j'étais étonné dans les Américains. Il a dit il y avait un aristocrate français, le comte de Viguier, qui est allé après la guerre de Sébastopol en Russie. Il connaissait les aristocrates là-bas, il chassait l'ours, il aimait chasser l'ours, il chasse l'ours avec eux, il bavarde avec eux, il revient, il écrit ses conversations. Simplement, ces aristocrates ont été contre Tolstoï, Turgenev, etc., etc. Il a écrit un livre merveilleux qui a changé la donne à l'époque, qui s'appelait le roman russe. Et après, 10 ans plus tard, il y avait l'alliance, l'entente, l'alliance politique avec la Russie, les rapports économiques très approfondis, etc. Mais ce banquier américain, il me disait il y avait une différence par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient à leurs mensonges, à la rupture définitive avec la Russie, et il n'y a plus de pont. Les contacts ont été rompus. Les gens ne savent pas que même pendant les pires moments de la guerre froide, moi j'étais diplomate pendant la guerre froide, on a gardé les contacts, parfois les contacts confidentiels, etc. Aujourd'hui, ces contacts ont été rompus et je dois vous dire, je dois féliciter, il faut dire l'administration Biden cette fois-ci. Parce que quand ils ont compris qu'on frôle la guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé aux Russes, c'était il y a 2 semaines, une rencontre assez inattendue entre le chef de la CIA et le chef des services secrets russe, Narishkin il s'appelait. Ils ont fait pour essayer de garder le contact. Et puis cette réaction, que j'étais bluffé, j'ai connu autrefois Biden, mais j'étais bluffé par ça, quand il y avait cette malheureuse affaire du missile. Et au lieu d'envenimer la situation, il a tout de suite dit c'est pas les Russes. Il ne faut pas, il faut distinguer. Et ça, il faut avoir un certain courage, mais surtout cette conscience. Cette fois-ci, ça concerne l'élite. On dit souvent que les républicains qui sont arrivés maintenant au Congrès, ils vont poser le problème de l'utilisation de l'argent, de contrôle de l'argent, de la corruption en Ukraine, mais on sous-estime l'évolution de l'ensemble, disons, du monde politique, de l'élite politique occidentale, je parle américain, qui est maintenant conscient qu'il faut éviter vraiment le pire. Et le mot que j'aimais tellement dans la bouche du président français, le mot désescalade, revient maintenant à la mode et je suis très heureux parce que pour ma part, un grand combattant vraiment de la sortie de la guerre froide et de la chute du mur, je reste persuadé qu'il faut éviter tout d'abord la guerre mondiale et surtout il faut éviter. Dans l'intérêt d'ailleurs, c'est mon fibre ukrainien qui parle aussi, parce que je suis absolument persuadé que l'Ukraine a besoin de plan Marshall le plus rapidement possible et qu'il faut éviter vraiment les pertes humaines qui sont exorbitantes. Une reconstruction après. Je crois que Mika, tu avais des précisions à apporter sur le plan historique et quelques questions autres. Mika, tu as la parole. Merci. Pour comprendre un peu l'histoire et
Alors, comme vous l'aviez dit, Poutine semble plus tacticien qu'idéologue, mais il a utilisé effectivement le fait que la Russie est née à Kiev il y a un peu plus de 1000 ans avec la Rousse de Kiev, et que c'est l'argument de dire que l'Ukraine a toujours fait partie effectivement dans l'imaginaire d'un certain nombre de Russes de la Russie, et que c'était un argument utilisé justement par rapport à la population pour pouvoir s'appuyer dessus. Et je me posais la question de si, justement, par rapport à la sortie de crise, quels sont les leviers possibles du côté Poutine, qui est un donc, pragmatique tacticien, de qu'est-ce qu'il va pouvoir argumenter dans l'éventualité qu'on espère tous d'une sortie de crise la plus sereine, entre guillemets, possible. C'est très difficile, c'est une question qui est maintenant très difficile. Il faut dire que la guerre, elle va laisser des traces pour des générations. Et voilà. Il va laisser des traces pour les générations. C'est une énorme tragédie pour les Ukrainiens et c'est une énorme tragédie pour les Russes. Il y a le facteur chez les Russes, c'est un facteur assez important. Parce que vous savez bien que 30% des Russes, ils sont mélange. Moi, je suis mélange 50-50. 30% des Russes, ils sont mélange entre les Russes et les Ukrainiens. Ça, c'est le premier facteur. Du côté russe, je parle. Deuxième facteur, certes, Poutine est toujours soutenu dans son action par, et c'est pas bidon, c'est la réalité, par 75% de la population. Il y a une nouvelle tendance néo-stalinienne qui est beaucoup plus radicale parce que les Russes qui soutiennent cette action militaire, ils soulignent qu'elle n'est pas assez efficace et ils veulent revenir plutôt au système stalinien, etc. Ça, c'est un phénomène qui existe. Mais en même temps, pour côté russe, il y a une chose qui m'a frappé. Ces derniers sondages, depuis, disons, un mois à peu près, ils sont formels que la majorité absolue des Russes, même parmi les présidents, les partisans de Poutine, se prononcent pour la sortie vraiment le plus rapidement par nation de cette guerre. Les Russes, toutes tendances confondues, vivent ça comme une grande tragédie, comme une guerre fratricide entre les Russes et les Ukrainiens. Et ça, c'est un facteur à prendre en compte côté russe. Et ça, c'est, je vais vous dire, il ne faut pas aussi dire, vous savez, Poutine, je vous dis, c'est une machine. Il sait bien que de toute manière, l'occupation de toute l'Ukraine, territoire ukrainien, et militairement et même administrativement, c'est absolument impossible. Je pense qu'il se concentre maintenant sur les régions limitrophes pour créer une sorte de cordon sanitaire, sinon une zone, disons, qui lui garantisse ces problèmes de sécurité, c'est-à-dire la Crimée, le Donbass, ces deux régions, Kherson et Zaporozhye, à côté. Et puis pour le reste, la question d'Odessa peut poser dans les têtes brûlées, mais compte tenu de la position américaine que je vous ai évoquée, il ne va pas aller au-delà. Et ça, c'est une perception côté russe. En ce qui concerne côté ukrainien, ça c'est une autre paire disons, de manches, parce que, comme vous le savez bien, la majorité des Ukrainiens sont devenus radicalement les Russes. Si Poutine a non seulement ressuscité l'OTAN, mais il a évidemment créé une ambiance anti-russe majoritairement, c'est tout le monde reconnu, et absolument majoritaire en Ukraine. Mais prenons les exemples historiques. Il y avait les guerres terribles, fratricides entre l'Allemagne et la Russie. Il y avait des grands comme De Gaulle et Adenauer qui ont créé le couple franco-allemand, et puis ça s'est rétabli. Mais malheureusement, surtout pour moi qui est marqué à la fois par l'Ukraine et la Russie, étant donné que mon père était ukrainien emblématique, moi je suis absolument anéanti par cette guerre qui détruit non seulement ma vie humainement parlant, avec mes doubles appartenances, mais aussi
qui me anéantit tous mes efforts en faveur de la paix qu'on a fait et tous les efforts qu'on a fait pendant la Gorbatchev pour reconstruire l'Europe de l'Atlantique à l'Ural. Mais je vais vous dire une chose. Vous comprenez, néanmoins, malgré tout le désespoir qu'on évoque, malgré tout ce côté négatif, tout d'abord, l'intérêt bien compris des Russes, des Européens, même des Américains, ça exige l'arrêt de la guerre le plus rapidement possible. Je vais vous dire, parce que c'est, détrompez-vous, moi je parle avec les Américains, Kissinger n'est pas seul, ils sont tout à fait conscients que pousser la Russie dans les bras de la Chine, c'est une idiotie, fragiliser de l'Europe à tel point que nous avons des délistages, etc., le fait, toute cette crise, l'arrivée massive en perspective des réfugiés encore à la fois de l'Afrique et des Ukrainiens, tout ça c'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Et l'intérêt du peuple ukrainien. Je vais vous dire la réalité. La réalité, c'est que l'intérêt du peuple ukrainien, c'est de se concentrer sur la reconstruction de l'Ukraine le plus rapidement possible pour que l'Ukraine démocratique devienne une sorte de vitrine. Là-bas, ça peut devenir une vitrine, aussi une sorte de Singapour de l'Europe. Et vraiment, là, dans ce cas-là, tout le monde était gagnant. Et même les gens qui désirent le départ de Poutine. Pour les gens anti-poutiniens convaincus, je suis absolument persuadé que la meilleure manière d'avancer Poutine, c'est de conclure l'accord de la paix le plus rapidement possible. Je décris dans mes livres, souvent les accords de paix sont fatals pour les dirigeants autoritaires. Alors, là, je cite Nicolas Sarkozy qui, à la sortie d'une visite avec Emmanuel Macron, disait que, à l'heure d'aujourd'hui, le G20, ça ne marche pas, le G7, ça ne marche pas, l'Union européenne et l'ONU, ça ne marche pas. Il disait qu'il faudra être très créatif dans les années qui viennent pour trouver des nouvelles structures pour favoriser la paix. Et voilà, donc c'est Mais vous savez, il m'a bluffé. Ça. Franchement, le président Sarkozy m'a bluffé parce que dans cette ère, il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il dit. Il n'est pas obligé, il prend des risques avec ça, mais je dois vous dire qu'il agit comme un homme d'État. Il s'appuie sur, je vais vous donner vraiment une information en primeur. Il s'appuie, et il a raison de s'appuyer, sur l'agent d'influence français. Ils sont très importants dans l'entourage direct de Poutine. Je vais vous donner leur nom. Le principal, c'est Charles de Gaulle, avec son idée de l'Europe et de l'Atlantique à l'Ural. Pour les Russes et pour l'élite russe, pour la conscience russe, ça pèse. Deuxième, c'est François Mitterrand, avec son idée de la Confédération européenne. C'est très important, ils sont excellents ministres, son excellent conseiller, plus tard ministre des Affaires étrangères de Chirac, c'était Hubert Védrine. Et puis, mon ami Jacques Chirac, qui me disait souvent que l'avenir de l'Europe, tôt ou tard, c'est l'alliance civilisationnelle. Il était un grand amateur et connaisseur d'ailleurs de la littérature russe et de la poésie russe, extraordinaire. Le personnage me disait 3 piliers de l'Europe, ça c'est l'Allemagne, la France bien entendu, il rajoutait à cela à la Russie pour des raisons de marché, grand marché russe, pour des raisons civilisationnelles, pour les raisons de l'affinité, il était très attaché à ça, sentimental avec les Égyptiens. Tout ça, ça compte. C'est une chose qui existait. Mais vous comprenez, quand mon banquier américain, il dit, ne rompez pas, surtout, il ne faut pas avoir la rupture culturelle. Quand il cite, le banquier américain me cite le grand français Vicomte de Viguier comme passerelle, et cette situation de la guerre autour de la guerre de Sébastopol au XIXe siècle, ça en dit long sur le fait que quand même les gens qui ont l'analyse, qui ne sont pas, vous savez, je vais vous dire, ce qu'il faut éviter, ce que vous faites avec beaucoup d'excellence dans votre association, je tiens à vous dire, il faut éviter
ce que font ces spécialistes de Covid qui sont devenus spécialistes de l'Ukraine et maintenant spécialistes de l'inflation. Il faut éviter ça, il faut être très précis, aller au bout de l'analyse et surtout, il faut comprendre que ce qui est en jeu, c'est pas seulement notre bien-être, nos assurances vie, le chauffage, etc., mais surtout, il s'agit de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de nos enfants. Et là, il faut être très précis. Et vous avez cité le président Sarkozy. Oui. J'étais bluffé par la précision de ses analyses. Bon, bah écoutez, voilà. Donc c'est vrai aussi, on voulait signaler aussi un fait très précis qui est important, puisqu'on a parlé de la situation de l'industrie française à l'Est depuis 2001. Il est, sur le plan politique, un événement important qui s'est produit en 2015, donc déjà annonciateur un petit peu de ce qui s'est passé, c'est l'arrêt complet de la commande des frégates par François Hollande. Il a décidé... Oui, mais c'était déjà une prémonition de cette évolution quand les États-Unis ils ont finalement dominé le complexe militaire industriel des États-Unis qui a dominé l'industrie militaire en Europe. Tout ça, c'était prévisible, mais vous avez raison, c'était quelque chose de symbolique et prémonitoire. Et prémonitoire, puisque ça date de 2014, et puis on a vu effectivement la suite qui est arrivée. Très bien. Dans les autres points importants, Mika, il y avait peut-être des éléments historiques que tu voulais... Non, j'avais surtout des questions plus sur le futur, dans la transition. Question peut-être de quelqu'un qui n'est pas spécialiste, hein, mais les alternatives internes possibles dans la Russie par rapport à Poutine. Est-ce que il va tenir le pouvoir encore Vous savez, je vais vous dire... ce qu'il faut éviter, encore une fois, ces analyses des spécialistes de Covid devenus spécialistes de l'Ukraine. Parce qu'ils ont prédit la révolte contre des oligarques. Tout d'abord, j'ai calculé, il y a une chaîne spécialisée dans cela, ils ont donné 8 cancers à Poutine. Vous comprenez? C'est beaucoup pour un seul homme. De source, n'importe quoi. Même pour Poutine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'il y a vraiment tout d'abord la révolte ou la tentative de destituer Poutine. C'est pas du tout, même techniquement, c'est très réaliste. Je ne pas tellement réaliste parce que le système de verrouillage, c'est un système très autoritaire. Le système de verrouillage et les forces de l'intérieur autour de Poutine, notamment la garde nationale, c'est les forces qui sont supérieures à tous les dirigeants précédents de l'URSS et même sous le tsar, ça n'a jamais existé. Tout ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, je vais vous dire, le problème là-dedans, ça existe. Il y a ce que je décris dans le roman d'une révolution, c'est le lien entre la défaite vraiment définitive militaire et son influence sur vraiment la situation au Kremlin. Vous savez, encore une fois, on est pour l'instant loin. Il ne faut pas prendre ses désirs pour la réalité. Je vous racontais ce qui se passe à Bakhmout, c'est tout le contraire. Pour l'instant, l'influence sur ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que cette influence n'existera jamais. Je décris spécifiquement l'influence des accords de paix sur, comme je vous ai raconté, l'éviction finalement de Khrouchtchev est carrément liée avec l'accord de paix autour de la crise de Cuba et finalement le départ du tsar est lié avec la défaite autrefois dans la guerre contre les Japonais, entre les Russes et japonaises. Et tout ça, c'est les facteurs qu'il faut prendre en compte, mais c'est les facteurs d'imprévisibilité. Ce qu'il faut nécessairement comprendre, que aujourd'hui, l'alternative de Poutine, c'est pas du tout les gens pro-occidentaux. Vous savez, ils ont perdu toute leur aura, en tout cas, toute leur crédibilité parce qu'ils ont été au pouvoir. C'était les gens avec qui j'étais historiquement lié, au temps d'Eltsine. Les Russes, et le message même propagandiste de Poutine, jamais comme Eltsine, jamais comme Gorbatchev. Les gens qui ont le vent en poupe, c'est les gens plus radicaux.
c'est au fait c'est les néo-staliniens. La vraie alternative maintenant dans l'opinion publique qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est les néo-staliniens. Ils ont gagné, pour être précis, les élections législatives il y a au mois de septembre, il y a plus d'une année. Ça c'était déjà un signe. Mais quand on analyse d'une manière pointue l'évolution de l'opinion publique, la majorité des Russes, certes, ils soutiennent l'effort militaire de Poutine, mais dans cette majorité, il y a les gens qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus radicaux. Ils reprochent, c'est vrai. Au fait, dans la réalité, inefficacité, d'être pas assez dur, etc. Et ça, il faut prendre en compte. Mais dans cet exercice, je voudrais vous donner mon expérience quand j'étais quand même cofondateur d'un premier parti démocratique et un processus de ça. Je tiens à vous dire, ce qu'il faut principalement, c'est qu'il faut garder le contact avec la société civile russe, notamment avec ces efforts, les choses dans le domaine culturel. Nous avons gagné notre bataille de la sortie du communisme parce que nous avons considéré que tous ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. L'Occident, même dans sa démarche propagandiste, il a fait tout le contraire et objectivement, il a contribué à la popularité actuelle de Poutine. Je note que vous accordez un rôle important à la culture et ça nous touche par rapport à ce qu'on fait, puisqu'on est vraiment préoccupé de la culture. On est préoccupé comme un vecteur de lien. La culture est un salut à tout niveau. Elle permet effectivement de dresser des passerelles quand les ponts sont coupés. Et quand tous les grands ponts sont coupés, il reste les petites passerelles. Et les petites passerelles sont effectivement les sources de communication, même dans les temps de crise les plus aigus. Et exactement. C'est pour ça que je vous félicite par votre démarche, à la fois humainement et pour moi, intellectuellement, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous parle. Très bien. Merci. Je crois qu'on va arriver au bout de notre émission. On tient beaucoup à vous remercier, Vladimir, d'être intervenu. C'était un grand plaisir pour moi et je suis toujours à votre disposition. D'accord. Parce que votre démarche est très importante pour la France, pour l'Europe et pour la paix dans le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que notre petit grain de sable notre petite goutte d'eau permettra d'ajouter quelque chose à l'édifice de la paix. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Vladimir. Je vous recontacterai pour vous communiquer tout un ensemble d'éléments importants vis-à-vis de cette émission. On reste en contact. Et voilà, je crois... Et quand vous voulez. Merci beaucoup, M. Federowski. Infiniment merci. Merci infiniment. À bientôt. Voilà, je crois, Boris, qu'on va lancer le générique de fin. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.